Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stay Connected. Je suis Jérôme Zamy, directeur marketing et commercial d'Orisha. Je suis ravi d'avoir avec moi trois invités, trois collaborateurs d'Orisha, donc Élise, Vincent et Émeric. Je vais vous laisser vous présenter et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle pour les agents immobiliers. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'immobilier avec l'IA? Depuis combien de temps ça dure? Vers où on va et qu'est-ce qu'il y a de disponible aussi aujourd'hui en termes de solutions pour répondre à des nouveaux usages. On va commencer par toi, Élise. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, s'il te plaît? Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Élise Guézel. Je suis analyste développeuse chez Orisha Real Estate depuis 5 ans, donc dans la partie transactions immobilières. Et je suis spécialisée dans toutes les technos cloud et IA. Merci, Élise. Et bienvenue à toi. Merci. Vincent, on enchaîne avec toi. Bonjour Jérôme, merci de l'invitation. Donc moi, Vincent Tricouart, je travaille chez Orisha en tant que data engineer. En fait, je travaille beaucoup sur les flux de données, la structuration des données, toute la stratégie data au sein du groupe Orisha. Et c'est grâce à la data qu'on fait de l'IA, qu'on traite des images. Donc voilà. Merci Vincent. Et on finit par toi, Émeric. Bonjour Jérôme, donc je suis Émeric Taspino, je suis le CTO du groupe Orisha. Super. Et maintenant que les présentations sont faites, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va essayer de se mettre dans les baskets de nos clients qui sont, alors pas que des agences immobilières, mais également des agences immobilières. On se disait tout à l'heure un peu en coulisses que l'IA évidemment percute tous les métiers, voilà, le monde d'une manière générale, mais également les métiers de nos clients et particulièrement le monde de l'immobilier. Il n'y a pas que ça qui percute le monde de l'immobilier. Voilà, il y a un contexte économique, il y a quand même pas mal de phénomènes. On va s'intéresser aux nouveaux usages permis par l'IA. On va te poser la question à toi, Émeric, si tu veux bien. Quels sont un peu les nouveaux usages qui ont un peu remis en question ou boosté un certain nombre d'innovations qui sont dans nos roadmaps aujourd'hui, dans le monde de l'immobilier, et qui s'apprêtent à être mis en production d'ici quelques semaines? Alors effectivement, le grand chantier du moment, c'est l'IA générative plus particulièrement, donc la capacité de générer des contenus grâce à l'intelligence artificielle. Et l'un des pans qui est probablement le plus touché dans l'immobilier sur l'IA générative, c'est la retouche d'images, la retouche de photos. Alors, les usages peuvent être assez larges. Ça va d'une simple l'application d'un filtre, par exemple, sur une photo pour légèrement embellir un bien, retirer un nuage dans le ciel pour que le ciel soit un petit peu plus bleu ou des choses comme ça. Ça peut aller également jusqu'à améliorer l'apparence d'un bien. Donc, par exemple, ranger une pièce, refaire un lit qui a mal été fait, voilà, retirer quelques objets ou des magnettes sur un frigo, le genre de choses qui peuvent faire assez tâche sur une photo et où les gens ne pensent pas forcément à le faire au moment de la prise de photo. Et puis, ça peut aller jusqu'à vraiment de la retouche complète de pièces dans le cadre de la simulation de homestaging, par exemple. Donc, changer un revêtement, une peinture, et puis même faire des travaux un peu plus lourds, de type j'abats une cloison, j'ouvre un mur ou je modifie complètement l'usage d'une pièce. Ouais, c'est-à-dire qu'avant, on peut penser que les agences immobilières, c'est la réalité, c'est qu'elles le faisaient à travers des outils de manière manuelle, Photoshop, enfin, tout un tas de logiciels qu'on connaît bien. Aujourd'hui, la promesse, c'est de dire, en fait, vous n'êtes pas des graphistes, vous n'êtes pas tout ça, vous êtes des agents immobiliers, laissez ça à la techno. Aujourd'hui, c'est l'IA qui s'occupe de tout et qui retouche pour avoir les meilleures photos, pour avoir des photos les plus vendeuses, quoi. C'est un peu ça la promesse. Exactement, la technologie a rendu vraiment cette manipulation très accessible et facile à réaliser sans avoir besoin de compétences spécifiques sur la retoucherie d'images. Et puis notre travail, c'est de trouver des manières de l'intégrer à nos logiciels pour justement que ce soit beaucoup plus facile à utiliser pour les agents immobiliers. Vincent, je vais te poser une question sur un peu le comment. Là, on a vu avec Émeric le pourquoi par rapport aux nouveaux usages. Comment tu pourrais réussir peut-être à vulgariser le plus possible la manière dont l'IA permet de détecter les choses sur une photo, à embellir, améliorer, supprimer, mettre en avant, etc. Comment l'IA fonctionne pour faire cette détection? Alors en fait, ce qu'on peut déjà dire avant ça d'une manière générale sur le traitement d'images, c'est qu'en fait on a l'avènement de
modèles d'IA générative en fait depuis 1-2 ans avec des modèles bien connus comme ChatGPT, etc., qui vont en fait nous permettre de travailler sur des images sans avoir à entraîner un modèle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas forcément des choses qui sont très nouvelles. Simplement, avant, il fallait avoir son propre modèle, l'entraîner sur sa base d'images, mesurer la qualité de ce qui était produit. C'est vraiment un travail qui pouvait être assez laborieux qu'en général, on allait déléguer à des labos de recherche. Là, maintenant, en fait, on a des IA où, en fait, monsieur tout le monde, quasiment, peut envoyer une photo et demander une retouche de cette photo. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté, la révolution, là, depuis une grosse année, et c'est là-dessus qu'on va pouvoir travailler. Alors maintenant, sur les photos en fait de l'immobilier, pour moi, il y a 2 cas. On va avoir en fait 2 vraiment chemins possibles. Soit on veut faire de la retouche, et dans ce cas-là, pour faire de la retouche, en fait, on veut pas que notre photo elle soit complètement dénaturée. On veut vraiment reconnaître on veut reconnaître la pièce. Et donc, on va peut-être avoir un niveau d'assistance de l'humain. Alors, je dis assistance, c'est l'IA qui assiste l'humain, mais finalement, l'humain va continuer à contrôler un peu ça. Et là, on va avoir des techniques où en fait, on va faire du détourage et de l'in-painting. Donc le détourage, c'est-à-dire qu'on va prendre sur notre photo, on va dire, ben voilà, cette partie-là de la photo, c'est cette partie-là qui est pas belle, qui m'intéresse pas. Alors autrefois, quand on le faisait dans Photoshop, on était obligé de détourer vraiment très très précisément. Là, ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on peut dire, voilà, c'est vraiment dans cette zone-là qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est ça que je veux retravailler. Et derrière, on va donner ça à l'IA. L'IA, en fait, il va comprendre que c'est cette zone-là précisément qui veut travailler. En fait, il va faire du coup de l'in-painting, c'est-à-dire qu'il va essayer de remplir le contenu de cette zone-là avec ce qu'il a comme données contextuelles, avec tout ce qu'il y a autour. Donc si par exemple j'ai un mur avec je sais pas, une photo qu'on voudrait enlever parce qu'on trouve qu'elle fait un peu tache pour notre annonce immobilière, en fait on va détourer la zone, et en fonction de la luminosité, de la peinture, de la couleur du mur, en fait on va vraiment venir essayer de remplir cette zone-là. Et c'est ce qui va permettre d'avoir les photos les plus réalistes. À côté de ça, on a un autre moyen de faire qu'on va plutôt utiliser quand on veut faire par exemple du home staging, ou alors carrément quand on veut remplir un bien qui est en cours de construction. Par exemple, on a une pièce, on a encore potentiellement des outils de chantier dedans, les murs sont pas forcément encore là, on n'a pas les meubles, etc. Et là, en fait, on va lui dire, essaie de m'imaginer ce qui pourrait être fait. Là, en fait, on va laisser l'IA beaucoup plus libre de proposer. En fait, elle va s'appuyer sur sa base de connaissances, sur toutes les images d'appartements, de pièces qu'elle connaît, et essayer d'imaginer ce qui serait le plus probable dans cette photo. Là, on peut avoir des choses qui peuvent être déjà beaucoup plus libres. On peut avoir des choses un petit peu étranges. On peut régler les IA en fait dans leur degré de liberté pour avoir on peut brider ou débrider la créativité. Exactement, c'est de la créativité. Et souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer plusieurs résultats à l'humain, et qui là maintenant va dire, je vais choisir tel résultat ou tel résultat. Voire, on peut reboucler avec l'IA pour lui dire, cette image-là, elle me plaît bien, mais j'aimerais bien que tu changes ça, etc. Et repasser sur un mode un petit peu plus guidé. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Canon, tu touches du doigt un peu un sujet peut-être qui peut être un peu sensible, c'est comment on fait pour pas dénaturer, voire survaloriser le bien. Parce que c'est vrai que la tentation à pimper finalement l'image, c'est de créer de la déception pour un futur acquéreur qui va visiter le bien, puis qui va trouver que ça n'a rien à voir avec la photo, etc. Comment on fait, Émeric, pour pas tomber dans ce piège-là, quelque part, grâce à la techno? C'est une question qui est intéressante. Effectivement, l'intelligence artificielle, c'est un outil, et avec tous les outils viennent la question de la responsabilité. On a l'exemple du marteau qui peut être utilisé pour construire une maison ou pour tout casser, et ça dépend un peu de l'utilisation qui est faite de l'outil. Et avec l'intelligence artificielle dans l'immobilier, c'est exactement la même chose. Il y a un sujet de responsabilité autour de l'utilisateur, donc autour, en l'occurrence, plutôt de l'agent immobilier, sur qu'est-ce qu'il va faire de cet outil-là et qu'est-ce qu'il va faire de cette génération d'images-là. Après, je pense que les agents immobiliers le savent, et c'est déjà des stratégies qu'ils ont l'habitude de manipuler, de se dire je ne peux pas générer une déception
je ne dois pas générer une déception au moment de la visite. Donc, ils ne vont pas aller chercher à complètement dénaturer un bien. Puis, une fois qu'on arrive, on se rend compte que non, mais en fait, c'est cata, ça n'a plus rien à voir avec les photos. Et en fait, j'ai perdu mon temps et je suis agacé contre l'agent. Ça peut vite être contre-productif. Exactement. Bien sûr. Donc, je pense qu'ils ont l'habitude de gérer cette dualité, ne serait-ce que dans les photos qu'ils choisissent de faire pour ne pas montrer que c'est trop lumineux alors que ça ne l'est pas du tout. Merci pour ce complément. C'est vrai que on voit vite le piège arriver. Faut pas tomber dedans, mais très intéressant tout ce que vous dites. Ça permet de vraiment poser les bases de cette discussion, de comprendre un peu le contexte. Élise, une question pour toi. Un peu plus peut-être, encore un peu plus concrète. Quels sont finalement les plus grands défis techniques ou les défis actuels auxquels tu fais face aujourd'hui quand on veut utiliser l'intelligence artificielle? Alors on va le dire, on va le redire, peut-être Orisha n'a pas vocation à créer de l'intelligence artificielle. On est concepteur d'outils métiers, on peut appeler ça CRM, ERP, logiciel de gestion, etc. On l'appelle un peu comme on veut. C'est quoi, en gros, les défis importants sur la technique auxquels tu fais face toi au quotidien? Alors le plus grand défi technique à mon sens, c'est l'évolution. En gros, la techno, elle évolue très rapidement et il faut pouvoir s'adapter et pouvoir l'intégrer quasiment aussitôt. Par exemple, on a commencé certains travaux il y a ça 1-2 mois. Et au final, tout a changé il y a peut-être 2 semaines de ça. Certains outils qui avaient une certaine base sont passés en fait dans le legacy. On avait commencé à travailler dessus. Et aujourd'hui, ils ont sorti des nouvelles innovations dessus. Et il faut pouvoir s'adapter et pouvoir les réintégrer et voir si ça colle toujours avec ce qu'on voulait. Est-ce qu'on a déjà connu ça? Je m'adresse un peu à tout le monde. Cette situation où on parle pas d'année, on parle d'une semaine à l'autre, ce que tu disais. D'une semaine à l'autre, ça peut complètement changer. Il faut peut-être pas tout revoir, mais en tout cas, il faut revoir quand même pas mal de choses dans la copie. Et du coup, c'est un défi technique assez important. Je sais pas si vous avez un regard là-dessus. Ouais, le regard, c'est qu'on a un raccourcissement des cycles sur toutes les innovations. Et là où effectivement, il y a quelques années, on pouvait avoir plusieurs années pour adopter un changement, mais quel qu'il soit, que ce soit organisationnel, sur l'agilité, que ce soit sur les infrastructures avec le cloud ou sur ces choses-là. On avait quand même quelques années, ou au moins quelques mois, pour appréhender la modernité de la technologie, puis voir comment on l'intègre. Et les cycles se sont clairement extrêmement raccourcis. Et on a l'impression qu'avec l'IA, ça s'est raccourci x10, quoi. C'est ce qui rend passionnant un peu toute cette conception, mais c'est ce qui est des fois un peu vertigineux, parce que ça demande aussi beaucoup de réactivité. Oui, c'est vrai qu'en fait, on a vraiment un sujet, là, de l'IA, qui est pas juste une mode. On sent vraiment que c'est en fait, on peut dire une révolution, je pense. Ça va vraiment changer la manière dont les gens travaillent. Ça crée énormément d'émulation. Comme disait Élise, il y a toutes les semaines, il y a des nouveaux modèles qui sortent. Il y a vraiment une émulation entre les différents concurrents qui vont proposer ces modèles, ces usages, ces services. Alors, c'est extrêmement passionnant à vivre. C'est vrai qu'un revers de la médaille, c'est que ça change vite, quoi. Ça change assez vite. Donc, il faut qu'on réussisse, nous, à stabiliser des solutions pour nos clients. Sans forcément toujours suivre le train, mais il faut quand même un peu le suivre. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est pas... C'est passionnant et ça peut être aussi parfois un peu... je vais pas dire fatigant, c'est pas le bon terme, mais un peu... faut savoir courir, quoi. Faut savoir courir après la techno, quoi. C'est ça. Alors, c'est notre métier en tant qu'éditeur de logiciel. Si on se met dans la peau de l'agent immobilier... C'est quoi son prisme à lui? Parce que est-ce qu'il voit la vague arriver de l'intelligence artificielle? Alors, un peu oui, parce qu'on en parle depuis un an tous les jours dans les médias, notamment avec l'avènement de GPT. Mais très concrètement, je suis un agent immobilier, je vais peut-être te poser la question à toi, Élise. Je rentre un nouveau bien dans mon portefeuille. Est-ce que toi, tu sens que sur le marché, il y a une prise de conscience de l'agent immobilier? Est-ce qu'il se sent prêt à utiliser des outils d'intelligence artificielle? Est-ce que c'est facile à utiliser? Comment on fait pour faciliter un peu l'adoption de ces nouvelles fonctionnalités? Et est-ce que, selon toi, il comprend assez facilement ou il va comprendre ce que l'IA va lui apporter très concrètement? Alors, je pense qu'il va comprendre très rapidement ce que ça va lui apporter, puisque là, on est sur de l'IA
pour tout ce qui est édition de photos, retouche photos, etc. Et en fait, la photo, c'est ce qui attire son client à lui. Ouais. Donc, C'est le premier outil marketing qui va exactement. générer du lead. Et Ouais. avec l'IA, ça va permettre de rendre la chose assez accessible, moins coûteuse, et en plus de ça, plus rapidement. Par exemple, il va rentrer un bien, il aura des photos. Bon, par exemple, ce sera une maison à rénover ou quelque chose comme ça. Après, ce qui est intéressant par rapport à cette technologie-là, d'une manière globale sur l'IA, c'est qu'on n'est pas les seuls éditeurs de logiciels qui poussent des solutions de ce type-là. Et en fait, ça devient vraiment extrêmement démocratisé. Si vous vous baladez un petit peu sur Instagram ou sur Twitter, vous allez voir tout un tas de publicités pour des applications qui font de la retouche d'image, même sans être soi-même agent immobilier. C'est un usage qui devient complètement démocratique et tout le monde s'attend à avoir ce genre de fonctionnalité et tout le monde apprend à utiliser ces fonctionnalités. Si ce n'est pas au travers de notre logiciel, ils l'ont peut-être déjà expérimenté de leur côté et du coup, c'est beaucoup plus facile pour les onboarder sur ce genre de technologie. Complètement. Après, pour les grands réfractaires encore de ce genre d'outils, on reste dans le monde de l'immobilier. Ceux qui continuent à faire à l'ancienne avec des outils de retouche d'image qui n'intègrent pas l'IA, qu'est-ce qui va finalement finir de les convaincre que aujourd'hui ou demain, ça va devenir vraiment essentiel et il n'y aura plus de questions à se poser entre un outil avec ou sans IA, selon vous? Je pense qu'il y a le facteur prix et le facteur temps qui sont tout à fait liés, mais qui est clairement différenciant. Dans le cadre du homestaging, par exemple, ou même de travaux un peu plus lourds, faire ça par des graphistes, mais aussi par des gens qui vont venir estimer les travaux, qui vont venir faire de la décoration d'intérieur, etc., à un stade très amont, quelque part, des travaux réels qui ne seront pas finalement ce qui va être vraiment réalisé. Ça peut représenter un investissement de temps et d'argent qui peut être assez colossal. On peut parler de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros pour faire ces 2-3 photos de homestaging, là où en un clic et en quelques centimes d'euros ou quelques euros tout au plus, on a déjà un premier résultat qui est peut-être pas du même niveau de qualité, mais qui est un bon premier résultat pour commencer après à réfléchir avec de l'humain, évidemment. Ouais, le retour sur investissement, il est démontrable assez facilement, je suis assez d'accord. Est-ce que, Élise, tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça ? Oui, je souhaiterais rebondir dessus. Comme l'a dit tout à l'heure Aymeric, c'est vrai que l'IA, aujourd'hui, on l'utilise au quotidien à travers plusieurs logiciels. Et je pense que même la demande des clients, de nos clients, ça va les pousser également à s'intéresser à l'IA. Tout simplement pour faire la retouche d'image, etc. Puisque aujourd'hui, il y aura un client qui va arriver pour une maison et il y a une pièce qui ne lui convient pas, par exemple. Et ça peut lui faire peut-être refuser une proposition de bien, ce genre de choses. Il va peut-être demander du coup à son agent immobilier, qu'est-ce qu'on peut faire à la place peut-être cette pièce-là, c'est une cuisine, finalement je veux la transformer en salon, à quoi ça pourrait ressembler, quoi on peut... On peut imaginer les possibilités, ouais. On peut même, avec une base de connaissances, se dire que sur, je sais pas, une pièce en particulier, on sait que la retouche qui va être un game changer, c'est, je sais pas, la salle de bain, la cuisine, ou une pièce un peu de vie un peu essentielle, où on sait que si l'IA met sa patte, là, ça peut ne pas nous faire perdre un certain nombre de propositions, ou en tout cas continuer l'échange avec un potentiel futur acquéreur. Je pense que d'ailleurs, c'est même l'étape probablement juste d'après, qui est de savoir comment est-ce qu'on va rendre cette technologie directement utilisable par l'utilisateur final. Imaginez-vous regarder une annonce immobilière avec un certain nombre de photos, arriver au niveau du salon et vous dire je me demande bien ce que ça donnerait avec mon canapé. Et donc, je prends mon canapé ma en photo. peinture, je fais mes éléments de déco. Ouais. Je suis fan de décoration scandinave, donc je voudrais tester exactement le même lieu, mais avec une décoration scandinave. Et puis d'ailleurs, après, ça me fait directement le panier pour aller l'acheter dans le magasin scandinave en question. On peut imaginer tout un tas de cas d'usage et mettre la technologie directement à l'utilisateur du site d'annonce immobilière. Oui, complètement. En fait, on est en train de se dire, on voit vite que ça peut être quelque chose un peu sans fin, ou on en est au début, et en même temps, on voit le potentiel du truc, et on se dit même qu'à court terme, ça peut changer tellement de choses.
Et ça fait du bien parce que le contexte immobilier n'est pas simple. On le voit avec nos clients un peu tous les jours. Voilà, même si ça va un peu mieux qu'il y a 6 mois, et dans 6 mois, ça ira mieux qu'aujourd'hui. Mais voilà, c'est des innovations sur lesquelles nos clients nous attendent et qui peuvent vraiment faire du bien au marché. Pourquoi il faut le faire? Pourquoi il faut absolument, finalement, intégrer l'IA dans les nouveaux usages, dans le monde de l'immobilier? Pourquoi pas repousser ça à dans 3 mois, 6 mois? Voilà. Pourquoi c'est maintenant qu'il faut le faire? L'accessibilité de la techno fait que tout le monde va le faire. Donc la question, c'est à quel point je suis en phase avec l'attente de mon marché, l'attente de mes clients et la dynamique globale. Tout le monde va le faire. C'est tellement simple et accessible que tout le monde va le faire. Donc c'est pour ça, quelque part, qu'il faut le faire. Pour conclure, peut-être une dernière question pour vous trois. On va essayer de se projeter encore un peu plus loin. On a dit que l'IA, c'était maintenant et il fallait absolument prendre le train en marche. Chez Orisha, on a beaucoup travaillé, on continue à travailler sur la partie texte, rédaction automatique d'annonces, notamment via ChatGPT. On vient de parler d'images. C'est quoi le futur à court terme? On a aussi beaucoup parlé de la partie transaction immobilière pour les agences, mais on sait qu'il y a un deuxième marché sur la partie plutôt gestion locative, property management. Est-ce qu'on peut essayer un peu de faire une petite conclusion ou une ouverture plutôt sur ce qui va arriver et sur le marché de la transaction immobilière et en même temps sur le marché du property management? Alors, sur la partie property management, l'un des grands sujets, c'est autour de l'état des lieux. Comment on va pouvoir faire de manière un peu automatique, à partir de photos, hein, toujours, l'identification de dégradation d'un bien, ou voire même aller jusqu'à l'estimation des travaux. Mais effectivement, il y a un certain nombre d'enjeux pour faire, là encore, gagner du temps et de la productivité aux équipes de property management. Et puis, il y a l'étape d'après qui est probablement la vidéo, j'imagine, Élise. Et il y a la vidéo. On a parlé du texte, de l'image. Ce qui vient après, logiquement, c'est la vidéo. Qu'est-ce qui arrive là-dessus sur ce type de contenu multimédia? Alors, on pourrait imaginer la même chose que sur l'image, en fait, pouvoir rajouter des filtres, enlever des objets. Par exemple, je sais pas moi, un chausson qui traîne par terre, ce genre de choses en fait qui sont pas visuelles pour un client potentiel. Et souvent, ça peut être aussi sur des visites virtuelles, ce genre de choses qui intègrent justement de la vidéo et qui puissent être diffusées directement sur les sites d'annonces. Donc on va vers quelque chose de très intégré, avant même que quelqu'un d'intéressé par un bien immobilier se déplace et voit le bien de ses propres yeux. C'est vraiment qu'il ait vu en long, en large, qu'il connaisse quasiment par cœur le bien avant qu'il le visite, pour être sûr que le jour où il le visite pour l'agent immobilier, il ne perd pas son temps. Exactement. Et que ce soit utile, quoi. Ok, eh ben, parfait, c'est hyper passionnant, c'est un sujet qui nous concerne tous, hein. On a tous été dans le cas où on a visité des appartements, on a visité des maisons, on a vendu aussi des biens. Donc c'est pas qu'un sujet B2B, c'est un sujet vraiment de société. Voilà, passionnant. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi. Et à bientôt Merci. pour un prochain échange dans le monde de l'immobilier ou sur un autre secteur d'activité. Merci. Merci beaucoup. Merci.